nouvelle émission Rencontre des auteurs francophones, mais aujourd'hui une émission très spéciale puisque nous sommes en direct avec la Nouvelle-Calédonie et 4 auteurs qui se sont levés pour vous à l'aube, puisque je crois qu'il est 7 heures du matin à Nouméa, 22 heures en France. Et Claudia, quelle heure est-il chez toi au Canada? 16 heures. 16 heures. Et puis, on attend Jean-Michel Guyard, notre dernier invité, qui, lui, par contre, est au Sri Lanka. Et il est 1h30 du matin, donc peut-être que Jean-Michel ne s'est pas réveillé. Alors, merci à vous tous et merci à Claudia qui co-dirige l'association Présence Kanak et qui, je peux dire, a pris la direction de Rencontre des auteurs francophones pour l'Océanie. Donc, j'espère qu'on va pouvoir faire de très, très belles choses en Océanie et donc en Nouvelle-Calédonie pour Rencontre des auteurs francophones dans l'année qui vient. Alors, avec moi aujourd'hui, Marin Quintabi, Sonia Waila Otéré, Germaine Némia Bishop et puis, espérons-le, Jean-Michel Guyard. Nous allons parler aujourd'hui de la place des auteurs kanak au sein de la Nouvelle-Calédonie, car il est parfois bien compliqué pour ces auteurs d'être visibles, mais c'est Sonia qui nous souhaite la bienvenue. Je laisse la parole à Sonia. Oleti, bozosa, Enyapani Pierre, Kwamike Sandrine, mais Nipunieti Asaïchele, la émission Rencontre des auteurs francophones. Enyaolen la espace na Hamani, Choa Chilefer, Kwamike Nipuni, Oleti Achachwach. Merci Sonia. Alors, tu vas peut-être nous dire ce qu'il en est. Et alors, je crois que quand on se voit en vrai, donc pas à l'écran, il y a des gestes particuliers, il y a une cérémonie un peu différente. Est-ce que tu peux nous l'expliquer? Oui, alors, en général, quand on rentre dans un espace pour la première fois, c'est la tradition chez nous de venir avec un geste et la parole, c'est le premier geste en fait. Et donc voilà, qu'on soit en ligne ou pas, je pense que la parole elle est passée, la parole de nos ancêtres, la parole qui vient de cette terre. Et j'oublie pas que la langue que j'ai présentée, c'est celle de Jéhu, mais il y a plusieurs autres langues. Et d'ailleurs, parmi mes concerts ici, on a une auteure de Kweni, une auteure de Némoné, qui ont chacun leur propre langue. Mais la règle d'or pour tout le monde, c'est qu'un geste soit présenté. Donc voilà, une petite parole, c'était tout simple pour reconnaître, te remercier pour l'espace que tu nous offres de pouvoir nous exprimer. Voilà, merci Sandrine. Avec grand plaisir. Merci Sonia pour ces explications. Première question pour toi, Claudia. Alors, qui malgré tes 14% de sang kanak, si je ne dis pas de bêtises, consacre toute ton énergie au sein de l'association à défendre cette culture kanak. Où en est-on justement de cette défense de la culture kanak? 3% de présence kanak. Les 14%, ça vient chez mon fils, ça maintenant. Ah, et ben, aujourd'hui, Aujourd'hui, je vais en parler rapidement, c'est qu'il y a eu une période où des auteurs kanak étaient publiés en Nouvelle-Calédonie. Ça a resté pour beaucoup en Nouvelle-Calédonie, mais aujourd'hui, ça remonte à 15 ans, à peu près, en moyenne 15-20 ans. Aujourd'hui, tous ces auteurs, on ne les retrouve plus. On en est même à dire que la littérature kanak est un petit peu inexistante. On a une étudiante qui prépare une thèse et qui a alerté l'année dernière en disant non, la littérature kanak existe, elle est présente, il faut en parler. On a perdu, hélas, une personne formidable en Nouvelle-Calédonie qui a changé le visage et qui a, en créant le SILO, le Salon international du livre océanien, mis à l'honneur beaucoup d'auteurs kanak. À partir du moment où elle n'a plus pu assumer ses fonctions, on a vu la présence des auteurs kanak un petit peu disparaître en Nouvelle-Calédonie. Et puis je suis peut-être un petit peu dure, mais comme si ça n'intéressait pas, quoi. La dernière fois, quand j'étais à Nouméa, où j'étais dans une librairie indépendante de Nouméa, entendre un auteur kanak, il n'y avait que moi. Ah. Même les journalistes ne sont pas venus. Est-ce qu'il y a eu des grands noms de la littérature kanak qui ont même traversé les frontières, ou est-ce que la littérature kanak est restée sur son territoire? Moi, je pense qu'elle est restée. Quelques noms apparaissent, mais qui sont finalement connus d'un petit groupe seulement, je dirais d'initiés et de personnes qui s'intéressent à la lecture océanienne,
qui ont vécu en Nouvelle-Calédonie même. On a Madame Dewe Gorodé, c'est elle qui a créé le SILO, le Salon international du livre océanien. On a Monsieur Léopold Nassipen et Monsieur Gop. Ouais, voilà, mais il y a d'autres auteurs. Jean-Marie Tjibaou, le premier, a écrit des ouvrages très intéressants. La présence kanak, écrit par deux auteurs, par Alban Bensac, dont tu as entendu parler avec François Skitters lors d'une émission, avec son co-auteur. Quand ils ont publié Présence kanak, ils ont souhaité le faire éditer. La maison d'édition n'a pas voulu. Donc, il a fallu pendant 15 ans que la famille Tjibaou se batte avec la maison d'édition pour faire éditer le livre. On a Monsieur Néaoutine, qui est un professeur d'économie extraordinaire, qui est le président de la Promesse Nord, qui a écrit des ouvrages qu'on ne trouve plus. On a quand même comme ça beaucoup d'ouvrages qu'on ne trouve plus, même d'occasion. Et quand on partage des articles parlant de ces ouvrages-là, on a les lecteurs qui viennent après qui nous demandent où est-ce que je peux trouver ce livre, mais on ne les trouve plus. Donc, on voit bien qu'à part dans les bibliothèques, dans les médiathèques, ces ouvrages ne sont plus à la disposition à l'achat, même s'ils sont diffusés et ils ont été édités par des maisons, des éditions françaises, enfin métropolitaines. Alors, on va parler de cette situation avec chacune d'entre vous. Germaine, je vais commencer par vous, car vous êtes toute nouvelle pour moi, on ne se connaît pas encore, on fait connaissance aujourd'hui en direct. Alors, vous êtes à la fois une militante de la culture kanak et vous avez aussi travaillé à l'enseignement des langues kanak sur l'île, mais aussi vous avez été extrêmement impliquée auprès de la jeunesse, alors celle des squats, celle des tribus, que vous aidez à s'intégrer dans le monde professionnel. Comment on concilie justement la défense de cette culture et à la fois l'intégration dans une société quand même largement francisée? Comment vous menez les deux actions? Merci de me donner la parole. Et, tout d'abord, je vais peut-être me présenter avant de... je suis, voilà, vous avez si bien dit, j'ai une grande expérience derrière moi. Et je crois que c'est cette expérience qui a permis d'aboutir à ce que je sois auteur aujourd'hui, je puisse écrire et continuer à avoir cette passion de pouvoir transmettre. Parce que le but d'écrire, c'est quand même transmettre certainement des valeurs qui n'ont pas pu être reconnues par la société actuelle, transmettre des besoins qui ne sont pas entendus par nos instances, par nos gouvernements. Et en fait, c'est une troisième voie que j'essaie de créer à travers l'écriture, à travers ces petits mots qui sont les livres, qui sont destinés surtout aux enfants. Ça veut dire ceux qui sont... En gros, on ne pense pas beaucoup aux enfants, en fait. C'est vrai, ce que Claudia disait tout à l'heure, c'est que en Calédonie, autant il y a un paradoxe, parce qu'autant on a un cadre politique et juridique qui nous donne la possibilité de faire valoir l'identité kanak, mais en même temps, sur le terrain, on a beaucoup de mal. Alors, on n'a pas la réponse à tout, mais je pense que chacun, dans son petit coin, peut apporter avec sa passion, avec aussi ses constats, sa contribution dans ce travail. Et moi, particulièrement, c'est grâce aussi au système, moi je veux dire, hein, c'est grâce au système. J'étais au vice-rectorat, comme vous le disiez tout à l'heure, j'étais chargée de l'enseignement des langues et culture kanak. J'étais dans ce service et j'avais pour mission de pouvoir élaborer des outils, justement. Ça n'a pas abouti, il y a eu quelques outils qui ont été créés, mais voilà, Donc, du coup, j'ai pris en main le travail qui a été au départ voulu avec le vice-recteur et le vice-recteur de l'époque et certains chefs de l'enseignement. Mais voilà, ça n'a pas abouti. Je ne sais pas pourquoi. Je sais une chose, c'est que c'est un besoin. Donc, il faut continuer. Et on ne peut qu'encourager les autres aussi, parce que je pense qu'il ne faut pas que je sois seule dans ce combat. Dans ce combat-là. Vous avez parlé de livre jeunesse. Vous avez en vérité travaillé sur des ouvrages assez différents, des ouvrages biographiques, des manuels
de méthode bilingue entre le français et le langone. Et puis, vous disiez des comptines, des poèmes pour enfants. C'est quoi? C'est cette volonté de leur apprendre la langue de leur enfance? Parce que cette langue, ils ne la parlent plus à la maison. Ils la réapprennent avec vous? Comme vous le savez, la langue de l'école, c'est important, c'est le français. Ouais. Et la langue de l'école, c'est là où l'enfant il passe plus de temps. L'enfant il passe plus de temps à l'école qu'à la maison. Aujourd'hui, nous avons les ruptures de famille. Beaucoup de nos familles sont venues sur Nouméa. Donc, la langue française devient la langue de l'enfant. Et il y a donc une déperdition. Mais cette déperdition, elle n'est que langagière, elle n'est pas culturelle, elle n'est pas dans la manière de voir les choses, elle n'est pas dans la représentation. Et c'est là qu'on va voir qu'au niveau de l'école, il y a des difficultés, par exemple des compréhensions qui ont été pointées, analysées lors des évaluations nationales en CP, en CE1. Je ne sais pas si c'est la même chose au Québec, mais nos CP, CE1, ça correspond à l'âge de 6 ans et 7 ans. Donc, c'est les apprentissages fondamentaux de la lecture. Et donc, on a vu que la compréhension était un gros problème pour nos enfants. Et la compréhension, quand on analyse pourquoi des problèmes de compréhension, il y a deux points. Il y a la lecture, c'est-à-dire que l'enfant, il ne sait pas lire, le déchiffrage. Et il y a aussi la barrière de la langue. L'enfant ne comprend pas ce qu'on lui dit. De quoi on parle? Et c'est là en fait, ça a été un peu mon objet. Je me suis focalisée sur ce concept. Pourquoi l'enfant ne comprend pas alors qu'il a la maturité, il a le quotient intellectuel pour pouvoir comprendre? Et voilà toute ma réflexion. J'ai commencé à chercher, cheminer, et je crois que j'ai abouti avec ces ouvrages. J'ai dit, il faut peut-être commencer par jouer avec eux dans la langue, avec des mots, avec des mots qu'ils comprennent, des histoires qu'ils peuvent comprendre, parce que vous savez, beaucoup d'histoires qu'on apprend, en tout cas qu'on enseignait à nos enfants, c'était des histoires qui étaient on apprenait la neige, on apprenait, par exemple, moi je me rappelle avoir fait une évaluation sur l'histoire du clown. Moi j'étais à Marais, il n'y a jamais eu de clown, il n'y a jamais eu de cirque, et les enfants ont tous raté l'évaluation. Et moi j'ai dit, c'est pas possible, j'ai 23 élèves, c'est pas possible que 21 élèves ne réussissent pas. C'est pas possible. Ou j'ai un problème, alors du coup j'ai commencé à analyser et j'ai vu que le problème de compréhension, il faut l'étayer, il faut le creuser et puis voir ce qu'il y a derrière la compréhension. Et c'est comme ça que c'est le recueil de comptines, le recueil de chants, et essayer de comprendre aussi comment on éduque l'enfant dans notre système et comment on essaye de harmoniser en gros, harmoniser, par exemple, les histoires qu'on raconte aux enfants avec les chants, avec les taperas. Les taperas, ce sont les chants traditionnels, avec aussi la société, la géographie du pays, par exemple. Alors, donc, voilà, c'est tout un package. Une question pour vous toutes. Est-ce qu'en Nouvelle-Calédonie, comme dans d'autres territoires, notamment dans l'Hexagone, on voit quand même une jeunesse qui a envie de se réapproprier ses racines, de se réapproprier son histoire et donc sa langue? Est-ce que ça, on voit qu'il y a un petit sursaut des jeunes? Est-ce que peut-être on peut demander à Marie, à la jeune, oui. La plus jeune. Oh, merci. Hein. On va demander à Martha. Marinka, est-ce que c'est quelque chose que vous voyez, ça? Une espèce de renouveau dans la jeunesse, une envie de se réapproprier son histoire, ses origines, ses racines? Je dirais qu'on a plusieurs types de jeunes et que ça dépend selon les expériences qu'ils ont eues avant. Et après, ça dépend aussi, par exemple, moi, je vais parler pour moi. Je suis métisse. Donc, mon papa, il vient du Vanuatu. C'est une île du Pacifique. Et ma maman, elle est de l'île des Pins. Et c'est à ma propre initiative que je vais vers les langues de mon papa et de ma maman, que je parle, que je comprends. Mais c'est pas vrai pour tout le monde. J'ai beaucoup d'amis, par exemple, qui se sentent étrangers dans leur propre famille. Et ça dépend aussi de la perception.
par exemple, si moi, ma famille autour de moi parle en langue et que je ne comprends pas tout, je ne vais pas le percevoir comme un signe de rejet ou me sentir mal à l'aise. Moi, ça ne me fait rien qui parle à côté de moi. Au contraire, je vais essayer de comprendre et je n'aurai pas honte de dire que je ne sais pas, tout simplement. Il y a aussi cette façade-là où il y a une certaine honte de ne pas savoir. Le dernier exemple que j'ai en tête, alors c'était un deuil, il y a 3 semaines de ça. Donc, c'était dans la famille de ma maman. Et souvent, les tantes et les grand-mères, elles parlent en langue. Même elles te parlent en langue et elles ne se demandent pas si tu comprends ou si tu ne comprends pas. Et c'est là que ça joue beaucoup le non-verbal. Parce que moi, j'utilise beaucoup le non-verbal quand je ne comprends pas. Et après, ben, comme ma maman, elle parle et quand on reste à côté, même si tu ne comprends pas tout, tu arrives à avoir le sens, tu comprends un peu quand même. Et en fait, il y a une tante qui a demandé à une cousine de passer le plat. Et elle a regardé comme ça et elle a fait non, mais par contre, moi, je ne parle pas la langue. Hein. Ouais. T'as ce genre de situation. Après, moi, j'ai dit non, mais elle a juste demandé de passer le plat. Vous voyez, on peut avoir plusieurs réactions en fait face à la langue. Non, c'est Après, vrai, c'est très personnel. Alors, Marinka, donc, on le disait, hein, de Marinka TV, vous êtes la plus jeune de nos invités. Vous connaissez bien votre île pour avoir vécu dans de nombreux endroits du territoire, si j'ai bien suivi. Et vous travaillez aujourd'hui pour le gouvernement calédonien. Et après que vous soyez engagé... Ne citez pas ça. Vous êtes engagé auprès des femmes, notamment. Donc, on en parlait. Quel regard vous portez sur la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui? Il est comment, votre pays? Même si vous l'aimez, j'imagine. Oui. Alors, voyons voir. Est-ce que vous pensez, par exemple, est-ce que vous pensez que votre génération, à vous, les jeunes, vous pouvez faire bouger les lignes pour la culture kanak? Est-ce que vous sentez qu'il y a de l'espoir, que les choses peuvent évoluer parce qu'il y a une jeunesse qui a envie d'autre chose? Oui, bien évidemment. Et ça, j'en ai jamais douté. Hein. C'est juste qu'il faut activer quelque chose en eux. Quand on fait des rencontres, c'est jamais par hasard. Et même, je peux rencontrer une personne comme ça, je vais sentir quelque chose en elle et je vais tout de suite je vais pas parler de mon métier, ça on s'en fiche. Je vais pas parler des études que j'ai fait. Ça aussi, on s'en fiche des études. Enfin, c'est pas qu'on s'en fiche, c'est une partie de nous, mais c'est pas totalement nous à 100%, quoi. Donc, on va d'abord, moi, pas nous, même des fois, je parle pas d'où je viens. Parce que avec les jeunes comme les êtres humains d'aujourd'hui, on grandit avec beaucoup de stéréotypes. Si tu commences une première rencontre en disant certaines choses qui pourraient amener à des stéréotypes, ça va leur faire bien certaines portes. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et du coup, on part du plus basique au plus basique, les relations qu'on a avec notre famille, etc., etc., etc. Parce que tous les êtres humains, voilà, le plus important, c'est la relation, l'amour, notre temps. Et du coup, c'est comme ça que j'emmène les jeunes vers moi. Mais c'est vrai que c'est pas facile tout le temps parce que ça demande beaucoup d'énergie. Et je pense qu'on met pas assez en valeur les actions des jeunes sur le territoire. Alors que mine de rien, moi, j'en apprends tous les jours. Je suis en ce moment en train d'écrire un article sur une association de jeunes de Naketi. Donc, Naketi, c'est à Kanala, c'est dans le nord de la Nouvelle-Calédonie. Et ils vont mener un événement là, basé sur la culture et sur beaucoup de choses en rapport avec la culture kanak, justement. Et par exemple, moi, j'aimerais bien qu'à travers notre blog, on mette en valeur aussi ce genre d'actions. Les actions en fait, qui se passent en tribu et qui ne sont pas forcément médiatisées par nos médias parce que je pense que c'est des intérêts politiques. C'est pour ça que finalement, Présence Kanak a un gros travail à faire. Marinka, est-ce que c'est pour ça que vous avez pris la plume pour aider à réinstaller cette culture, pour pousser les gens à se réapproprier leur histoire? Pourquoi vous avez pris la plume? Pourquoi vous avez décidé d'écrire? Mais je sais pas. C'est quoi? C'est une inspiration.
Oui, en fait, c'était pendant le Covid. Alors, pendant le Covid, je me suis mise à écrire sur des thématiques. Oh là là, ma plume, elle est assez tranchante. Et c'est totalement à mon image de toute façon. Le premier poème que j'ai décidé qu'on a décidé avec Claudia, que j'ai décidé avec Claudia de publier, c'était par rapport à la jeunesse et c'était pas anodin. Je savais que c'était celui-là le premier et pas un autre. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de retours de personnes qui ont à peu près mon âge et qui se sont dit, mais en fait, on se reconnaît totalement dans ce que tu as écrit. C'est pas forcément parce que moi, je l'ai vécu, en fait, personnellement. Hein. Quand j'écris, c'est pas moi. C'est toujours un petit peu entourage. soi. Oui, mais en vrai, il y a des choses, je l'ai pas vécu moi, mais c'est moi, c'est moi, mais à travers mon entourage et beaucoup de choses. Exactement. Et peut-être mes anciennes vies. Hein. Exactement, les anciennes vies. Sonia, vous êtes enseignante, vous êtes arrivée en classe, là, non? Alors, Sonia, donc vous êtes enseignante. En quittant la Nouvelle-Calédonie pour les îles Fidji, vous prenez tout d'un coup conscience du poids de votre culture kanak. C'est assez intéressant. Vous nous raconterez pourquoi. Aujourd'hui, vous écrivez des livres pour enfants qui reposent sur cette culture. Parce que finalement, et vous le dites, on trouve très très peu de livres, et c'est ce que disait aussi Germaine, on trouve très très peu de livres pour la jeunesse. Pourquoi cette culture kanak, est-ce que vous avez identifié pourquoi cette culture kanak est si peu représentée? Alors Claudia en a parlé un peu, mais vous, quel est votre sentiment? Alors, personnellement, c'est vrai, le fait d'être sortie de la Nouvelle-Calédonie, je me suis rendu compte de beaucoup de choses. Et la première était que je m'étais pas vue comme une enfant kanak qui avait qui était debout, qui faisait partie d'un peuple à lui tout seul en fait. J'étais française dans ma tête, je faisais partie de cette, j'étais calédonienne et en fait, j'existais pas en tant que kanak finalement dans ma tête. L'éducation en a fait ainsi. En grandissant, ma culture littéraire, elle était principalement basée sur la culture des autres, en fait. Ma culture, je l'ai jamais vue, j'ai jamais vu un visage kanak dans les ouvrages que je lisais. La pensée kanak, je l'ai jamais lue dans les livres. Et je me suis confrontée à ça en sortant d'ici. En sortant d'ici. Et en fait, ça m'a permis de revenir beaucoup plus forte et puis déterminée à chercher qui je suis et à ancrer mon poteau à moi. Parce que bon, on utilise souvent ce terme-là, le poteau, pour construire une case et tout ça. Donc moi, j'étais déterminée à planter ce poteau-là, le poteau qui disait que nous, on existe et qu'on a le droit d'exister dans les livres et que c'est pas juste pour c'est pas juste pour la culture dominante. Donc voilà, ces termes-là, culture dominante et dominée, ça faisait pas partie de mon vocabulaire avant que je sois sortie d'ici. Voilà, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un déclic, il y a eu une réflexion. Pourquoi tout d'un coup, en sortant et en habitant en dehors, vous avez pris conscience de ça? Il y a eu un déclic ou c'est juste au fur et à mesure enfin finalement d'aller à la rencontre d'autres cultures, peut-être qui Voilà. de rencontrer des gens qui étaient fiers de leur culture? Est-ce que c'est ça qui vous a donné envie de vous rapprocher de la vôtre? Déjà, en étant kanak, je crois Marinka, elle a très bien parlé tout à l'heure en parlant de cette barrière de langue, en fait. Aujourd'hui, j'ai 45 ans et l'insécurité linguistique, je le vis tout le temps, en fait. Et donc, et je pense que je suis pas un exemple isolé. Et parmi ma fratrie, en fait, mes frères et sœurs, eh bien, voilà, cette expérience de la langue, elle est très variée. Pourtant, on vient du même papa, de la même maman, et on a la même expérience de l'enfance. Mais, par exemple, moi, en sortant du pays, je me suis jamais dit, je suis de tel endroit. Mais parmi mes frères et sœurs, eh bien, il y a une de mes sœurs qui disait, elle s'est jamais dit qu'elle venait de Lifou. Dans sa tête, elle venait du quartier où on a grandi, en fait.
Et elle pouvait pas dire je viens de l'IFU parce qu'elle savait pas c'était où l'IFU, c'est quoi l'IFU, qu'est-ce que ça représente pour elle en fait. Donc il y a toute une population avec différentes il y a différentes couches de comment dire de conscience par rapport à notre identité, à notre culture. Et donc, ça veut dire que ça crée aussi des chemins qui sont complètement différents parce qu'on démarre tous d'un lieu différent. Il y en a qui ont grandi dans les îles avec la culture et la langue. Il y en a qui ont grandi à Nouméa et qui ont gardé la langue, mais la culture, elle y est plus parce que voilà, on grandit avec les Wallisiens, les Tahitiens, les autres cultures. Voilà. Et donc pour moi, c'était important. Une fois que je suis devenue maman, que j'étais maintenant à la place de mes parents. Ça, c'est un tournant pour tout être humain, je pense pour toutes les femmes. Exactement. Qu'est-ce que j'enseigne à ma fille, en fait? Quel genre de livre je veux qu'elle lise, en fait? Et là, c'était une évidence dans mon esprit, impossible que j'aille à la librairie pour prendre un livre de princesse de Blanche-Neige ou de je sais quoi. J'ai grandi avec ces livres-là, moi. Hein, Blanche-Neige, La Belle au bois dormant, Cendrillon, etc. C'est la vérité. C'est ce genre d'histoire qu'on avait, nous, les parents, ils avaient pas. Et donc, moi, j'ai cherché, mais en Nouvelle-Calédonie, je n'ai pas trouvé de livre pour enfants, pour ma petite fille de 3 ans, écrit par des Kanaks, sur la pensée kanak, les repères kanak, les repères spatio-temporels et tout ça. Voilà, tout ça, ça n'existait pas. Et donc, moi, j'ai dit, bon, puisque ça n'existe pas, je vais raconter ces histoires-là. Et donc, c'est grâce à mon mari que j'ai commencé à les écrire, voilà, parce que c'était pas naturel. Notre culture, elle est orale. Tout est transmis de manière orale, en fait. Et donc, en fait, c'est tout nouveau, cette manière de penser, de pouvoir écrire, en fait, ce qu'on pense, ce qu'on voit. Et alors, si la pensée d'écrire, c'est nouveau, alors la pensée d'écrire dans la langue, ça, c'est encore plus nouveau. Parce qu'on apprend à écrire on apprend à écrire, on est en train de codifier notre alphabet, nos mots et tout ça. Vous voyez, c'est tout un travail. En fait, c'est un combat énorme, mais qui se déroule avec un pas après l'autre. Alors, c'est peut-être aussi une des raisons qui fait que il n'y a pas beaucoup de littérature, enfin au sens large. Kanak, c'est aussi parce que c'est une tradition orale avant d'être une tradition écrite. C'est peut-être une des raisons aussi. Il y a aussi quelque chose de très fort en Nouvelle-Calédonie. Les filles, elles répondront, je pense qu'elles vont réagir. Quelque chose de tout simple. Quand on voit les statistiques de la Nouvelle-Calédonie des populations, la société civile kanak représente presque 42% de la population. Et aujourd'hui, les pouvoirs politiques de l'Hexagone métropolitain, des chercheurs, des journalistes de métropole, mais aussi en Nouvelle-Calédonie, disent que la société civile kanak est minoritaire. Par rapport à l'ensemble des autres communautés, comme dit mon mari, il faut comparer des pommes avec des pommes. Non, c'est la communauté la plus importante. Par contre, à l'inverse, si on regarde la population européenne, elle ne fait que 20% par rapport aux autres communautés. Donc, la population européenne est minoritaire. Donc, ça, il faut le voir, il faut le dire, c'est douloureux. En plus, on demande toujours aux Kanaks de rester à leur place, donc ça, c'est pas évident non plus. Mais non, la population kanak, elle n'est pas minoritaire. La population kanak, elle a des choses à dire. La population kanak, comme l'ensemble de la population calédonienne, a un français calédonien qu'il faut reconnaître. Nous, quand on a des jeunes anthropologues qui nous disent qu'ils ne savent pas écrire au cours d'un webinaire, on dit c'est pas possible, vous savez écrire puisque vous avez fait des études d'anthropologie, donc vous savez les mots, vous le connaissez le vocabulaire. Ça, c'est douloureux aussi à entendre. Quand on leur dit mais non, qui nous disent mais non, on peut pas écrire. Marika, je suis allée la chercher, elle pourra en parler. Elle voyait, c'était difficile. Parce qu'il faut aussi la parole dans la coutume, la société kanak, la coutume kanak, Germaine et Sonia vont pouvoir en parler aussi. La parole, on ne prend pas la parole comme ça. La parole, c'est quelque chose d'important, c'est sacré. Donc, quand on écrit aussi tout ce travail-là, pour qui j'écris? Au nom de qui? Beaucoup, voilà, il y a des auteurs qui n'osent pas encore dire, signer ne serait-ce que des articles de leur nom, leur prénom et leur nom. Donc, mais l'invisibilité, vouloir invisibilité, une population à ce point-là,
ou de la caricaturer. On parle encore de, ouais, les Kanaks, c'est des sauvages, parce que c'est ça, il faut le dire, il faut le raconter. Si on ne raconte pas, si on ne met pas les mots MOTS sur les mots MAUX, ça va être difficile de réparer, ça va être difficile d'avancer. Donc, il faut en parler, il faut dire non, 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 les Kanaks, c'est pas des sauvages. Il y a la délinquance en Nouvelle-Calédonie comme il y en a partout. On parle surtout de la délinquance en milieu kanak. On oublie de parler de la délinquance en milieu européen. Moi, je l'ai vécu, je l'ai vu. J'ai grandi à Nouméa, je sais ce dont je parle. Donc, il faut aussi, voilà, on est encore un petit peu, c'est pas, on est encore un petit peu, on est encore beaucoup dans une posture très néocolonialiste en Nouvelle-Calédonie. Complètement. Oui. Sonia, pour reprendre avec vous, merci Claudia. Sonia, vous êtes présidente de l'association Présence Kanak. Pourquoi vous avez décidé de vous engager? Oui, merci. Alors, depuis peu, c'est tout frais. Bravo. Mais c'est vrai que... Merci. Mais c'est vrai que je suis engagée dans ce chemin. C'est jamais par hasard. Hein. Donc, j'ai rencontré Claudia et en fait, ce que Claudia me proposait d'intégrer, en fait, c'était pas différent de ce que je faisais moi, sauf que je le faisais toute seule, dans mon petit coin, comme Germaine disait tout à l'heure. C'est ce que nous, les Kanaks, on fait. Plus fort. On sait qu'on est tous. Il n'y a pas un seul Kanak que vous allez trouver sur l'île, de la Nouvelle-Calédonie, qui n'est pas en train d'œuvrer pour ce même combat. Mais chacun, on le fait chacun de notre côté avec les plateformes qui nous sont proposées, tout ça, parce qu'on n'a pas la parole dans les médias principaux, etc. Mais dès qu'elle m'a proposé ça, bon bah ça n'avait rien de choquant. Au contraire, je me suis dit bah oui, c'est complètement aligné avec ce que moi je fais déjà et ce à quoi j'aspire en fait. Et donc oui, le rêve ce serait qu'on n'ait pas juste un coin attribué à la littérature autochtone dans un petit coin de la bibliothèque. Le rêve pour tous les autochtones, je pense, ce serait que nos livres ils sont intégrés parmi les autres et qu'il n'y a pas de différence. Mais on en est loin encore. Et il y a du travail de fond à faire et c'est ce qu'on est en train de faire. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle le combat, nous, ça nous a jamais fait peur en fait. Et je pense que vous allez voir que les plus grands guerriers sont des femmes. Exactement. Moi, une question pour l'ensemble, pour toutes, on va peut-être faire un tour d'étape virtuel. Comment vous vous sentez en tant qu'auteur kanak en Nouvelle-Calédonie quand vous vous présentez, quand vous avez présenté votre travail? Comment vous vous sentez? Comment vous êtes perçu? Peut-être un tour d'étape. Germaine, peut-être pour commencer. Oui, ben déjà, oui, moi j'ai eu beaucoup de difficultés. J'ai commencé à écrire et ce projet il a été initié en 2012, fin d'année 2012 et concrètement en 2013, début d'année. Donc ça fait 10 ans. Beaucoup d'outils ont été réalisés, beaucoup de productions, beaucoup d'écrits. J'ai frappé aux portes et voilà, c'est ce que disait Claudia tout à l'heure. C'est compliqué. Marinka, vous êtes une jeune auteure. Pareil, même question. Comment vous vous sentez? Comment vous vous placez dans cette société? Moi, je laisse Claudia tout faire. Non, je plaisante. Je sais que mes écrits, je sais que ça fait peur à beaucoup de gens, ce que j'écris. Ah oui. Ce que j'écris, parce que à partir du moment où, c'était d'ailleurs l'un de mes dilemmes quand j'ai commencé avec Claudia, parce que je lui ai dit, il est hors de question que j'écris sous mon vrai prénom. Je voulais prendre un nom d'emprunt, parce qu'on a toujours cette perception de se protéger tout le temps. Tout le temps, il faut qu'on se protège, il faut qu'on se protège, il faut qu'on se protège. Et après, on arrive à un moment donné, Claudia m'a dit, mais tu verras, après, t'en auras marre. C'est comme si on passe une étape. Et quand je vais aux entretiens d'embauche, moi, je leur dis, hein, j'ai écrit sur mon CV, et comme ça, les gens, ils savent déjà à quoi ils vont s'attendre. Et aujourd'hui, en fait, et je leur dis aussi comment je suis, tout naturel, et parce que je sais que c'est jamais. Voilà, exactement. Où on est placé chaque fois, où on est placé, c'est jamais un hasard. Donc, si tu dois travailler là, tu vas travailler ici, et à côté, tu dois faire plusieurs choses, et ça sera un travail, ça sera ton énergie, ça sera comme ça, et petit à petit, comme c'est un travail à long terme,
Il faut être très, très, très courageux et avoir de bons gardiens, autant des gardiens, je parle de gardiens visibles et invisibles, parce qu'on a tous des gardiens dans le monde invisible. Je pense qu'on doit beaucoup retourner à la spiritualité. Je pense qu'on doit rendre au peuple kanak la spiritualité qu'il n'a pas. Dans tout ce qu'on fait, on doit avoir. On doit avoir une triptyque. On a le côté économique, c'est ce qui prime aujourd'hui. Sauf qu'à côté, on a oublié culturel. Culturel, ça revient petit à petit, et spirituel. Et je pense que si on a cette triptyque dans tout. Sonia, vos élèves ont quel âge? Ouf. Alors, j'ai des élèves qui vont de 8 à 18 ans. De 8 à 18 ans. Est-ce que vous travaillez avec eux justement ce retour à la culture? Parce que j'imagine qu'il y a des programmes, mais est-ce qu'on peut un peu sortir des programmes? Est-ce que vous faites ce travail avec eux? En fait, oui et non, ça dépend parce que j'enseigne l'anglais en fait. Donc, après, il y a des... Bon, alors, voyez, donc, et en français, j'enseigne l'anglais, j'apprends le Jéhu, enfin... On est en plein dans les croisées des chemins, en fait. Mais alors, c'est un travail que vous faites autour de vous avec les enfants de la famille, les enfants des voisins. Est-ce que vous faites ce travail avec tous les jeunes que vous croisez? Oui, complètement. En fait, ce qui est important, c'est vraiment la confiance en soi, en fait, parce que c'est cette confiance-là, elle grandit pas forcément. On a une culture où on est très respectueux. Les mots d'ordre de notre culture, c'est l'humilité, le respect. Et donc, on n'a pas les mêmes codes non plus quand on parle avec les personnes des autres cultures, et souvent, on est mal compris. Par exemple, quand quelqu'un parle et qu'on baisse la tête, on pense qu'on est irrespectueux parce qu'on les regarde pas dans les yeux, alors que non. Notre culture qui veut ça, en fait. On regarde, justement, quand on regarde en bas, on a les oreilles bien ouvertes pour entendre la parole. Et ça, c'est un concept que c'est pas tout le monde qui comprend ça. Oui, donc, et quand je suis à l'IFU, en fait, parce qu'il faut le dire, en fait, c'est pas pareil. Quand je suis à Nouméa, je suis sur la terre du no man's land, en fait. Donc, il n'y a pas de culture particulière. Mais quand je suis à l'IFU, je suis dans la culture de Jéhu. Et donc, du coup, c'est la culture de ma maman, de mon papa, ma culture à moi. Et là, je peux vraiment me focaliser là-dessus. Et les enfants, ils n'ont pas la même mentalité aussi ici par rapport à quand j'enseigne à Nouméa. Les comportements, ils sont différents. Les comportements des enfants vis-à-vis des adultes sont complètement différents. Il n'y a pas de provocation, c'est vraiment dans le respect, même si des fois on a des débordements, mais les débordements sont vite cadrés parce qu'on est en famille. Vous voyez, c'est ça en fait. Mais si on revient à l'écriture, en fait, la littérature kanak, elle partage une pensée. Elle partage une pensée, elle partage un point de vue, parce que nous, on voit pas le monde de la même manière que les autres. Et donc, c'est ça qu'on essaie de partager à travers notre écriture. C'est vraiment qui on est à l'intérieur, comment est-ce qu'on voit le monde. Et c'est une manière pour nous de faire entrer les autres dans notre monde et peut-être d'essayer de les aider à nous comprendre, nous. Voilà. Est-ce qu'il y a eu par le passé une maison d'édition dédiée à la culture kanak? Est-ce que ça a existé? Et puis après, question pour Sonia et Claudia, est-ce que Présence Kanak s'est donné pour mission, notamment l'édition je crois savoir que ça fait partie de vos missions, mais voilà, qu'est-ce qu'il y a eu et qu'est-ce qu'il y aura grâce à vous? Alors Claudia, elle prendra la parole juste après moi, mais personnellement, c'est l'une des raisons pour laquelle je me suis engagée aussi, c'est parce que sur ce chemin de l'écriture kanak, c'est que moi, je voulais voir des livres apparaître qui étaient écrits par des Kanaks et qui étaient écrits par des Kanaks, illustrés par des Kanaks. Enfin bref, je voulais faire développer ça. J'aimerais que ce soit développé tous ces métiers autour du livre en fait par les Kanaks. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on apprend en fait. On est au tout début en fait. C'est vraiment on est en train d'éclore à peine et donc voilà, ça va le chemin va continuer, mais on sait que ça commence quelque part et on espère que ça commence avec nous et ça a déjà commencé avant, on est juste en train de continuer le chemin. Voilà. Germaine, vous êtes optimiste? Vous pensez que la culture kanak peut renaître, peut retrouver sa place? Oui, j'ai confiance surtout en la jeunesse.
Je pense qu'il y a une relève qui est là et déjà à travers ce plateau, on peut déjà voir cette évidence, c'est que, et les femmes surtout, donc celles qui portent en gros la matrice de l'évolution de l'enfant, de l'émancipation, c'est très optimiste pour moi. Et je pense que ma souffrance, ça a été ça. C'était le fait de ne pas avoir autour de moi cette prise de conscience. Au départ, c'est surtout la prise de conscience qui est nécessaire. Une fois qu'on a pris conscience qu'il y a un besoin, je crois que c'est comme disait un chef de semence, il disait quand il y a 50% de prise de conscience, eh ben, il faut savoir que les autres 50%, on va les réaliser. Donc, moi, j'ai pris conscience de cela. Pardon? C'est une très jolie vision optimiste, j'aime bien. Oui, mais parce qu'il faut, là où je suis, je ne peux qu'être optimiste et surtout, je vois la réalisation. J'ai aussi mes propres enfants qui prennent la relève. Je vais juste parler d'une petite anecdote pour continuer un petit peu sur ce que disaient déjà Marika et Sonia. J'ai mon fils, mon fils aujourd'hui, il est dans l'ethnologie et à un moment, quand il était en terminale, il ne comprenait pas pourquoi j'étais aussi passionnée par l'écriture dans la langue. Il ne comprenait pas. Et il me dit, mais pourquoi tu te tracasses pour ça? Il a dit, mais regarde-nous, on ne s'intéresse plus. On n'a pas envie de parler dans la langue, c'est juste en tribu qu'on parle quand on va à Maré pour les vacances. Parce que le Négoné, donc c'est le Négoné, c'est à Maré. À Lifou, c'est le Djehou. À l'île des Pins, c'est le Kweni. Et donc, il me dit, mais c'est pas intéressant. Et moi, je lui dis, ben, moi, je vais te poser une question. Plus tard, tu vas être père de famille. Est-ce que tu penses que la tradition, les valeurs que t'ont inculquées ton grand-père, ta grand-mère, ta famille, est-ce que tu penses que tu vas pouvoir les transmettre à tes enfants? Et il me regarde, il me dit, ça va être difficile. J'ai dit, tu sais pourquoi? La langue est importante. La langue est le véhicule de la culture. Sans la langue, la culture est appelée à disparaître. Donc, il y a une nécessité. Et vous savez, ça l'a débloqué. Aujourd'hui, il est en doctorat, il est en train de courir après la collecte de recueils et de contes néronais. Donc, moi, je dis, voilà, j'ai beaucoup d'espoir. Je pense que la jeunesse a compris. Nous, on a souffert. Je pense que dans la vie, c'est comme ça. Toute vie sociétale, il y a un temps où il y a les révolutionnaires. Et puis, après la révolution, on voit le boom voilà, il y a un réveil un petit peu national qui se fait. Je pense que moi, j'ai fait partie de ceux qui ont essayé de booster, comme nos leaders aussi, nos vieux, ils ont voulu se mettre en avant, s'afficher pour montrer que le petit Baou, d'ailleurs, il le disait bien, hein, quand il voulait mettre en place, il dit, il faut que la culture kanak ne soit pas contribue. C'est pour ça il y a eu le centre culturel à Nouméa. Parce qu'il faut que la culture kanak ne va pas être que pour les Kanaks. Il faut qu'elle soit diffusée par la communauté. J'ai une petite question. Est-ce que les langues se comprennent? C'est-à-dire, est-ce que chacune a... Non, c'est une langue complètement différente selon les endroits de la Nouvelle-Calédonie. Voilà, alors, les langues, il y a 28 langues kanak. Maintenant, l'histoire de ce pays a fait qu'il y a toujours eu des relations. Par exemple, entre Négoné, mon pays, et l'île de Djehou, et l'île de l'île des Pins, et même sur la Grande Terre. Donc, en fait, nos grands-pères avaient ce que disait tout à l'heure, je ne sais pas si c'est Sonia ou c'est Marinka qui parlait du non-verbal. Il y a le non-verbal, ils ont même créé, alors ça c'est en fouillant un peu justement par rapport à la question que vous posez, j'en ai un petit peu posé la question aux gens qui étaient sur Tiga, qui est la plus petite île une des plus petites îles des 3 îles Loyauté. Et à Tiga, je leur ai demandé, mais comment ça se fait que vous parlez deux langues, le Djehou et le Négoné? Et ils me dit, comment vous avez fait dans l'histoire pour vous comprendre? Alors ils disaient qu'en fait, il n'y avait pas que le Djehou et le Négoné.
il y avait aussi les langues même du Pacifique, du Vanuatu, notamment de Tana, parce que faut savoir qu'on est tout près par rapport à la situation géographique. Tana se rapproche beaucoup plus de Mahare et donc de Tiga du même coup aussi. Et les gens du coin me disaient qu'en fait, il y a une rencontre régulière entre les gens des différents endroits de l'île, de la Nouvelle-Calédonie et aussi du Pacifique. De temps en temps, ils se réunissaient, par exemple, à Tiga, et il m'a montré une grotte où ils se réunissaient, et ils disaient qu'ils avaient créé des codes pour pouvoir se comprendre. Ben voilà, ça c'est historique, moi je ne sais pas à vérifier. Mais une chose est sûre, c'est que moi, quand je suis née, par exemple, j'entendais le Jehu. Ma grand-mère, son papa était pasteur à Canala, donc elle parlait le Raraju. Quand il était pasteur, alors ma grand-mère me racontait que quand il était pasteur, eh ben, sa femme traduisait en Raraju et lui parlait en Négoné, il faisait la messe en Négoné. Donc, vous voyez, on se demande, mais les gens comprenaient et les gens avançaient comme ça. Donc, la langue, on peut dire qu'elle n'a pas été vraiment une barrière. Parce qu'il y avait l'autre code, c'est le non-verbal. Il y avait l'autre code aussi, c'est les us et coutumes, c'est tout ce qui fait le code. Voilà, je pense que c'est ce que c'est ce que le système éducatif français ne nous a pas donné. Pourquoi je dis système éducatif français? Parce que nous, le système éducatif, l'enfant, il passe, je vous disais tout à l'heure, il y a 7 heures, il est à l'école. Donc, il n'a pas beaucoup de temps pour apprendre de lui et apprendre ce qui est à lui. C'est votre sentiment, Sonia, aussi, parce que vous êtes avec les enfants toute la journée? Oui, ben moi personnellement, comme je maîtrise pas le Jéhu, mais je parle mieux le français que le Jéhu. C'était plus simple pour moi d'écrire et je me suis dit, ben, je vais commencer là où je suis. Je peux pas revendiquer ce que Tantine Germaine, elle parle aujourd'hui. Elle parle le négoné couramment. Elle peut écrire en négoné et tout ça. Et moi, je peux pas écrire en Jéhu, mais je peux écrire mes repères avec mes repères culturels et les noms de chez moi, des mots, des berceuses, enfin des petites choses comme ça que je peux partager à travers mes écrits. Ben, je le fais. Et si chacun fait ça de son côté, en fait, c'est un chemin qui va tous nous amener à grandir vers cet idéal où chacun peut s'exprimer. Mais c'est vrai que la langue, non, c'est pas du tout une barrière, hein. Moi, j'utilise le français, mais quand j'écris, c'est kanak. Mes ouvrages sont des ouvrages kanak, même si j'utilise le français comme langue pour pouvoir partager ma culture. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si. Donc, c'est très clair. voilà, je peux écrire en anglais. Voilà, exactement. Maraka, un petit mot avant de passer la parole à Claudia. Oui, je voulais rebondir par rapport à ça, parce que déjà, il faut rappeler que le premier écrivain kanak, c'est Apollinaire, donc Anova. Quand je réfléchis là, pendant la littérature kanak, donc des écrits par des Kanaks dans la francophonie, donc ils ont utilisé la langue française. Après, avec tous les auteurs qu'on a cités depuis le début, donc on utilise la langue française pour faire passer nos messages, peut-être parce qu'on ne nous a pas laissé le choix, mais aussi parce qu'on est capable de se servir de ce qu'on nous donne pour pouvoir passer un message. Et quand on regarde bien, enfin moi, j'en ai pensé là tout de suite, on était déjà dans des revendications identitaires. Et nous sommes aujourd'hui le 29 mars 2023 et nos écrits sont encore des revendications identitaires. Mais qui tend quand même, on tend quand même beaucoup, même si on a des plumes qui sont tranchantes parfois, on tend toujours en fait vers l'interculturalité. Oui. Et on invite souvent les personnes à rentrer dans notre monde, à essayer de voir comment nous on voit les choses. Et ça me fait penser à une première phrase que j'avais écrite dans un de mes poèmes qui s'intitule « Discours des vieux ». J'ai écrit, si je me souviens bien, « La langue française est un substitut pour nos vieux qui nous parlent en parabole ». Et derrière tout ça, il y a beaucoup de significations parce que quand on nous parle,
il y a une signification, et même en langue, hein, et justement, il y a des mots en langue qui disparaissent parce qu'on est toujours en train de faire une comparaison avec le français. Donc ça, c'est encore la thématique de la langue. Et je me souviens d'un autre de mes textes qui commence par je vis dans un conte de fées raconté par des étrangers. Et en fait, je me rends compte après, je me rends pas compte forcément quand j'écris, mais je me rends compte bien plus tard après que la signification des choses que je pose. Alors, on est à la fin de l'émission. Je vais donner la parole à notre ambassadrice de l'Océanie pour rencontrer les auteurs francophones, Claudia. Claudia, je te laisse conclure cette émission. Bon, ben, je vais rebondir vite fait sur plein de choses. On pourrait, pendant des heures, je crois, parler du problème des langues en Nouvelle-Calédonie. Après, c'est l'histoire coloniale qui veut ça. Il y a deux générations complètes à qui on a interdit de parler leur langue. Donc, beaucoup de dialectes se sont perdus. Hein. Il y a aujourd'hui des personnes qui travaillent pour ça. Il y a l'Académie des langues kanak. Il y a des jeunes qui font des études, des thèses sur les langues. Il y a des écrivains, des auteurs comme Germaine qui proposent des ouvrages en langue pour aller vers le français, pour mieux comprendre le français. Il y a des personnes qui travaillent au sein des institutions. Je pense à Mademoiselle Ukewe qui essaie de faire en sorte qu'il y ait des personnes qui parlent la langue pour pouvoir traduire et expliquer en français correctement aussi bien à l'enseignant qu'aux élèves, faire les ponts. Donc tout ça, ce sont des choses, mais qui sont pas reconnues. Comme disait Sonia, tout le monde fait un petit peu de son coin. Nous, on espère au sein de l'association Présence Kanak de fédérer, de faire venir les personnes, de leur donner la parole. Là, on a donné la parole aux jeunes qui parlent du taillot, qui est le créole calédonien. Mon mari, quand il m'entendait parler taillot avec certains copains de mes frères et sœurs, me disait « Tu parles petite kanak, tu te moques d'eux ». Non, je parle comme eux parce que sinon, c'est un langage particulier. Parce que sinon, ils vont vous dire « Mais tu parles trop français, là, je comprends rien ». Donc voilà, il y a le taillot, il y a on se moque de l'accent des Kanaks en Nouvelle-Calédonie, donc les jeunes travaillent sur ça, ils font des recherches, font des thèses. Oui, le calédonien a un accent, il a ses propres tournures de phrases. On dit on monte à Nouméa, mais pas on descend quand on vient du Nord. Il y a des choses comme ça, on n'a pas la même notion du temps. Et tout ça, ça fait partie de la culture calédonienne, mais tout confondu. Hein. C'est pas que chez les Kanaks, voilà, c'est dans toutes les familles, on entend ces choses-là. Et puis donc on a pris en compte tout ça et on va vers l'édition des livres, on va vers la publication d'articles. Donc ce passage de l'oralité à l'écrit, il n'est pas simple, il n'est pas facile. Il faut que les personnes aient confiance et puis se disent on a enfin des personnes qui nous écoutent. Voilà, on a enfin des personnes qui nous écoutent, à qui on peut adresser, qui diffusent largement. Donc Présence Kanak, son premier objectif, c'était de rendre la société kanak visible sur Internet. Ça y est, c'est fait. Alors là, on est très content parce que ça s'est vite fait en un an. Comme dit Mata, et on le rappelle beaucoup, on a tous nos vieux qui sont derrière, les vieux qui ont fait le pays, qui ont été là, qui ont fait énormément. Et puis l'édition écrire, c'est pas simple, c'est pas facile, ça fait pas partie de la coutume, de la culture, kanak. Sonia, elle a vécu cette histoire, mais dans le réel, elle a connu. Donc, avec ce que l'on sait de l'édition, ce que j'ai appris grâce à Rencontre des auteurs francophones, ça je le dis, on va accompagner les auteurs, mais vers l'auto-édition, avec tout ce qu'il y a derrière, tout ce qui est promotion, tout ce qui est préparation des communiqués de presse, des dossiers de presse, et puis leur dire, là, il faut que vos écrits soient protégés, mais il faut que vous gardiez vos droits d'auteur. Sonia avait perdu, elle avait signé un contrat, elle s'était retrouvée pendant plusieurs années à ne pas pouvoir utiliser ses écrits, même le nom de ses personnages comme elle le voulait. Mais tout ça, voilà, sont des choses qu'on ne sait pas. En Nouvelle-Calédonie, on n'est pas au courant. Et c'est encore plus difficile. C'est difficile en milieu culturel kanak, dans la société civile kanak. Mais bon, je n'oublie pas non plus tous les Calédoniens qui aiment écrire en Nouvelle-Calédonie et qui s'auto-éditent. Beaucoup passent par les éditions Harmattan. C'est pas voilà, ça a le mérite d'exister, mais on sait en auto-édition que ça fait pas partie des maisons d'édition qui peuvent permettre justement d'être connues et d'être reconnues. Tout ça, c'est pas simple, mais ça en fait partie. Et merci Claudia, on aurait beaucoup de choses à dire encore. Voilà, bien sûr, merci pour ton C'était passionnant de vous écouter tous, on a appris plein de choses,
On a été baignés par la culture, par l'histoire, par tout ce qu'on ne sait pas du territoire. Donc, merci à vous. Donc, cette émission va être diffusée sur YouTube et vous pourrez tous la partager. Et j'invite les gens à aller voir ce qui se passe sur Présence Kanak, à s'inscrire et à recevoir la newsletter. Ça permettra d'aller plus encore dans cette culture kanak et d'en apprendre toujours plus. Bonne journée à vous, puisque la journée commence en Nouvelle-Calédonie. Bonne fin de journée à toi, Claudia. Et puis, on a définitivement raté Jean-Michel, puisqu'il est maintenant 2h30 du matin. Et je pense que sa nuit est bien entamée et n'est pas prête de s'arrêter. Merci à vous tous, c'était passionnant. Merci. Sur Rencontre des auteurs francophones. On vous suit, on suit vos écrits et on les partage. À très vite. Merci Sandrine, merci Claudia, merci Sonia.